Bonjour, bonjour et bienvenue dans mon vlog numéro 2. Je suis heureuse de vous retrouver. Donc j'ai mis un peu plus de temps que prévu parce que voilà, j'avais mon gros projet à finir qui n'est pas fini. J'ai encore du boulot, mais j'en vois le bout. J'ai fini le plus gros morceau. Donc voilà, on se retrouve donc aujourd'hui. Nous sommes mi-juin. Et donc ce vlog numéro 2 est toujours là dans un but de faire un petit complément sur mon travail de designer tricot. Et notamment de répondre à vos questions. Voilà, je sais que le premier vous a beaucoup plu sur le processus créatif d'un modèle, donc du début jusqu'à la fin. Et j'ai cherché donc un thème, donc j'ai des thèmes pour après, mais voilà, j'avais des choses à faire entre deux, donc je ne pouvais pas parler du thème suivant. Donc j'en ai deux notamment en cours pour la suite, mais un au long cours et un deuxième dont je vous ai parlé, notamment une mensuration, sur lequel j'ai pas pu commencer à travailler, donc voilà, ce n'est pas le deuxième. Et du coup, j'ai cherché quelque chose qui pouvait être en corrélation avec le premier. Et donc pour ce deuxième vlog, j'avais envie de vous parler de laine et d'échantillons. Alors, je vais sûrement enfoncer des portes ouvertes, mais ce sont des questions qui viennent très régulièrement, qui reviennent très régulièrement, notamment sur le choix de la laine, l'utilité de l'échantillon. Donc bon, je me suis dit que ça pouvait pas être inutile et que bon, 20-30 petites minutes là-dessus, ça pouvait toujours vous intéresser de voir la façon dont moi j'imagine les choses et dont je procède. Donc voilà. Donc je ne me suis pas présentée, donc je suis toujours Mylène, alias Folie Ordinaire sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, sur Ravelry, sur mon site aussi, folieordinaire.com avec un 0 pour le O de ordinaire. Et voilà. Donc pour ce vlog numéro 2, je vais vous parler de laine. Donc je vais vous présenter parler des différentes grosseurs de fils, poils, enfin les poids des fils, et aussi l'impact sur l'échantillon, l'intérêt de l'échantillon, etc. Euh, Pourquoi ce vlog? Donc je l'ai dit, il y a des questions qui reviennent très souvent, notamment quand on fait un patron dans une certaine laine, certaines demandent mais est-ce qu'on est obligé d'utiliser cette laine là parce que il suffit que ce soit des teinturières indépendantes et ça a un coût, faut pas le nier. Pourquoi ça a un coût? Parce qu'il y a énormément de travail derrière, donc voilà, je ne néglige pas non plus le coût par rapport au travail donné, mais ce n'est pas un budget pour tout le monde. Et oui, les testeuses peuvent utiliser des laines par exemple de chez Fonty, de filature ou même de chez Fildar. Ou je sais qu'il y en a certaines qui utilisent la drops. Alors moi je ne veux plus utiliser la drops parce que j'ai été très déçue. Mais il y en a qui en sont très contentes et il y a des très beaux pulls. Donc voilà, il en faut pour tout le monde, tous les budgets, tous les goûts aussi. Donc voilà, donc quand on veut changer de fil, effectivement, il y a des questions qui se posent. Il y a certaines tricoteuses qui viennent vers moi et me disent je sais pas trop quoi prendre, est-ce que ça le fait, est-ce que ça le fait pas, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est générable, voilà. Première chose, et il y a aussi le côté échantillon. Ah, mon échantillon il correspond pas, qu'est-ce que je peux faire, est-ce qu'on est obligé de le faire? Alors j'ai envie de vous dire, quand c'est pour vous, vous faites comme vous voulez. Après moi je sais que j'ai eu des déconvenues quand j'ai pas fait d'échantillon, donc maintenant j'en fais systématiquement, voire plusieurs par moment. Et par contre, pour les tests, oui, l'échantillon est obligatoire parce que c'est vraiment une référence et qu'en tant que designer, on en a besoin. Parce que si vous tricotez avec un échantillon qui n'est pas bon, ça va avoir une incidence
sur la taille de votre vêtement fini, et forcément quand on vous demande à la fin est-ce que votre vêtement est fidèle aux mensurations et que vous dites non, mais mon échantillon était pas bon, voilà, donc j'ai déjà eu ce cas-là, hein, les tricoteuses qui ont eu un pull trop petit et qui se sont retrouvées voilà, à dire bah non, mon pull je peux pas le mettre parce que bah oui, l'échantillon est pas bon. Donc voilà, ça peut arriver, donc on se débrouille, on fait autrement. Il y en a certaines qui ont du coup offert leur pull à leur nièce ou à leur fille. C'était pas prévu comme ça, mais voilà. Bref, je m'écarte et on va revenir. Donc je vais commencer avec une partie sur la laine, parce que je pense qu'il faut d'abord présenter les lanines et ensuite on verra l'échantillon. Dans ce vlog, je vais pas trop vous parler d'aiguilles, parce que j'en ai peut-être parlé dans le premier, mais j'en parle régulièrement, je sais plus ce que j'ai dit. Les tailles d'aiguilles, ça dépend vraiment de chaque tricoteur et chaque tricoteuse, parce qu'on va avoir différentes façons de faire. Donc il y en a qui vont tricoter très serré, il y en a qui vont tricoter très lâche, donc on va pas utiliser la même aiguille pour avoir le même nombre de mailles dans son échantillon. Et pareil, il y a des moments où on va tricoter on va tricoter normalement par exemple pour les mailles, et pour les nombres de rangs on va en avoir beaucoup plus, beaucoup moins. Donc c'est la tension de la tension qui est donnée par notre façon de tricoter, elle va vraiment varier en fonction des personnes. Et parfois on varie même en fonction, donc j'ai déjà dit ça, je m'en souviens, on varie en fonction aussi des moments de la journée ou des moments de la vie. Tricoter beaucoup plus serré, il y a des moments où on va être très stressé, et beaucoup plus lâche quand on va être en vacances. Voilà. Moi je sais que je tricote serré, donc au début je donnais une demi-taille au-dessus. Hein. Par exemple, moi je tricotais en 3, je vous donnais 3,5 dans mes modèles. J'ai beaucoup changé. Je suis revenue à une espèce de norme. Voilà, parce qu'il n'y a pas de norme pour mon tricot. Mais du coup, maintenant, j'ai plus ce problème-là comme au début. J'ai plus le problème de dire ah bah non, moi j'ai tricoté en 3,5 et le tricoteuse le tricote en 4. Voilà, donc j'ai plus besoin. Alors je contrôle toujours pour être sûre, mais en général, je suis dans la moyenne. Donc voilà, je ne vais pas parler d'aiguilles, je vais juste mentionner des nombres de mailles. Euh, et, 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 et voilà, donc pour ça. Je suis désolée, de temps en temps, je regarde mes petites notes pour ne pas me perdre dans le fil de mon blog, parce que j'ai fait une trame un peu pour que ce soit un peu structuré pour vous. Donc on va partir sur la laine. Alors, j'ai préparé plusieurs types de laine. Donc là, j'en ai 4. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. Je vais peut-être pas trop les avancer. Donc j'ai 4 types de laine que je vais pouvoir vous montrer. Donc je vous les montrerai en vidéo un peu plus près. Avec 4 échantillons différents. Donc tout est rouge. On remarque un beau monochrome. On se demande pourquoi rouge, mais c'est comme ça. Et donc je vais vous présenter les épaisseurs de laine les plus communes. Attention, là je vais parler vraiment du poids du fil. Donc pas du poids de l'écheveau, du poids de la pelote. Il faut savoir que dans les laines, vous les trouvez conditionnés soit en écheveau, donc souvent ils font 100 grammes, soit en pelote qui font 50 grammes. Attention, il y a certains écheveaux, par exemple la lace, qui est l'une des laines les plus fines, elle va être en écheveau de 600 ou de 800 mètres. Donc voilà, il faut faire attention, un poids ne correspond pas à un métrage fixe. Ce qui va être important, c'est vraiment le poids de votre fil, qui va influencer sur le nombre de mètres dans votre écheveau ou sur votre nombre de mailles. Donc, je vais commencer du plus petit fil au plus grand, au plus gros. Et donc, la plus petite, on va retrouver la lace, qui est une laine très très fine, qui sert souvent à faire des ouvrages en dentelle, donc par exemple pour les châles en dentelle. Ou alors, c'est une laine qui va être doublée, donc qui va soit servir vraiment avec 2 brins de lace et faire un ouvrage assez fluide et fin, soit servir aussi à doubler un autre morceau. Donc par exemple le mérino est souvent associé au mohair, donc le mohair est un fil lace dans certains cas. Donc le lace, donc moi j'ai pris un des fils pour montrer.
on a vraiment, je vous comparerai après, on a vraiment voilà, un fil qui est très très fin. Donc ici c'est un fil de mohair et on se retrouve donc avec un échantillon. Voilà. Donc la plupart du temps, les échantillons de lace, on se retrouve avec 28 mailles. Donc 28 mailles c'est quand même beaucoup, donc 28 mailles pour 10 cm. À chaque fois que je vais parler d'un nombre de mailles, ce sera pour 10 cm. Je parle pas de la hauteur parce que la hauteur c'est important, mais c'est plus facile de jouer sur la hauteur. Enfin souvent dans les patrons en fait c'est donné en... Comment dire, c'est donné en centimètres, donc tricoté jusqu'à 18 cm sous la manchure, donc c'est plus facile d'adapter. Ce qu'il faut quand même faire attention, c'est les augmentations au niveau du col et de l'encolure, parce que quand vous allez faire vos augmentations, si votre nombre de rangs est trop grand, si vous tricotez trop grand, en fait, vous risquez d'avoir une emmanchure plus basse que prévu, ou si vous tricotez trop serré, vous risquez d'avoir une emmanchure trop petite. Mais je sais que souvent on vous dit quand même tricoter jusqu'à temps en dessous. Enfin moi je fonctionne comme ça, je fais mes, mes raglans la plupart du temps où je donne faites tant d'augmentation et après j'indique tricoter jusqu'à avoir atteint tant de centimètres depuis l'encolure. Depuis l'encolure. Voilà. Mais c'est plus facile de rattraper un nombre de rangs que, enfin sur la plupart des patrons, qu'un nombre de mailles. Donc la lace très fine, la plus fine. Ensuite, on a la plus commune, la fingering. Hop, donc ici, donc on a un fil un peu plus épais. Si je vous mets les deux côte-côte, hop. Est-ce que je vais réussir? Hop. Alors là en plus c'est pas simple parce que le lace il est, donc oui il est plus fin mais avec le côté dufteux du mohair, en fait vous voyez plus avec le côté dufteux du mohair, voilà. On voit que le lace de ce côté-ci est plus fin que le fingering. Alors, le fingering, c'est le coloris, enfin c'est le fil, la qualité de fil la plus répandue. Pourquoi? Parce que la plupart du temps dans le fingering, on se retrouve avec un écheveau de 100 grammes et 400 mètres. Sachant qu'en moyenne, pour un pull, il faut 1000 à, ça va dépendre vraiment des tailles, mais il faut entre 1000 et 1600 mètres. Donc on va de 3 à 4 écheveaux pour un pull. Attention, je parle pour ma taille. Donc voilà, quand je dis 1600 mètres, ça peut aller pour les tailles plus hautes, mais il faut voilà, penser à ça. Quand il vous faut 3 écheveaux déjà, un écheveau, si on part sur un écheveau à 20-22 euros, ça fait déjà un pull à 66 euros. Donc tout ça, ça se calcule. Donc je sais que le fingering, c'est le fil le plus répandu, notamment pour ça, parce que au niveau du coût du rendu final, c'est un peu plus simple d'acheter 3 écheveaux pour faire un pull. Alors qu'avec une laine où il y aura moins de métrage, vous allez devoir acheter plus d'écheveaux, donc un pull au coût de revient plus élevé. Donc la fingering, celle-ci, moi en moyenne, en général, je le tricote avec 26 mailles pour l'échantillon. Donc hop, cet échantillon, 26 mailles. Hop. Et donc c'est vraiment enfin avec les laines des teinturières, c'est ce qui revient au niveau plus abordable. On recommence. C'est vraiment les projets qui peuvent être les plus abordables avec la fingering parce que voilà, on a moins d'investissement de laine vu qu'on a besoin de métrage et que les écheveaux sont plus importants en métrage. J'espère que je vous ai pas perdu entre deux. Donc voilà pour la fingering. Après, on va avoir deux types de laine qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont légèrement différents. Vous allez avoir la sport et vous allez avoir la diquée. Alors, la sport, elle va avoir un échantillon d'à peu près 24 mailles.
Je vous ai dit, je vous mentionne jamais les tailles d'aiguilles, hein, c'est vraiment... Mais vous allez avoir un échantillon à peu près de 24 mailles pour 250 mètres. Donc vous avez pas mal de références en sport qui sont faciles à trouver. Et après la decay, donc la decay ça veut dire double knitting. Double knitting ça veut dire qu'en gros c'est le double du tricot habituel, donc la référence, donc le fingering, donc double knitting. Donc ça va être le double de la fingering. Donc par exemple si vous prenez deux fils de fingering et que vous les tricotez ensemble, vous allez obtenir un échantillon de 22 mailles à peu près, ce qui donne de la decay. D'ailleurs, les écheveaux en général de decay font 200 mètres, alors que j'ai dit qu'en sport c'est 250 mètres environ. Je vous ai dit que c'est vraiment c'est au niveau du poids du fil. Donc si votre fil il est plus épais, vous allez pour 100 grammes, vous allez avoir moins de métrage qu'un fil un peu plus fin. Donc voilà. Donc je disais la decay, c'est vous tricotez deux fils de fingering et vous obtenez un échantillon decay, donc 22 mailles. La sport, elle est pas mal répandue, 250. Enfin moi je sais que j'en ai eu pas mal parce que je tricotais beaucoup la physalis de graines de laine. Mais la decay est peut-être plus facile à trouver. Je sais pas. C'est deux laines qui sont... Moi j'aime beaucoup les tricoter parce qu'elles sont un peu plus épaisses. Pour l'hiver c'est très agréable. Pour les enfants aussi c'est assez génial à tricoter. Et pourtant voilà on les trouve moins facilement parce qu'il y a un coût de revient. Donc je vous ai dit, quand votre écheveau il est à 20 € et que vous avez 200 mètres, ça veut dire que pour avoir 1000 mètres de laine, vous allez devoir acheter 5 écheveaux. Donc ça fait tout de suite 100 € le pull, alors qu'avec un fingering, 1000, vous allez acheter 3 écheveaux, donc 60. Forcément, entre 60 € et 100 €, on a une légère différence. Donc elle est un peu moins répandue chez les teinturières. Après on la trouve, je sais que Fonty en fait beaucoup, notamment il y a la Guéret. Et voilà, donc pour le petit exemple, moi je vais vous montrer celle-ci. On va mettre comme ça, donc ça c'est une decay si je dis pas de bêtises. Et donc pour la comparer avec la fingering, on recommence la petite manip, à chaque fois je range mais je sais pas pourquoi. Donc vous avez ici la fingering plus fine et l'autre à côté qui est plus épaisse, la decay. On voit quand même la différence de taille. Je ne vais pas la ranger cette fois-ci pour présenter la dernière. La decay, moi j'aime bien la faire en pull, voilà, je vous l'ai dit, enfant. Pour les pulls d'hiver aussi, c'est très moelleux, voilà. Et notamment là, du coup, je vous montre l'échantillon. Voilà, j'avais fait un échantillon en côte parce que non seulement elle est épaisse, mais en plus du coup on se retrouve avec un moelleux en côte qu'on n'a pas, que je retrouve pas avec la fingering, pas autant, pas aussi, voilà, c'est vraiment presque molletonné en fait. Voilà, donc ça c'est pour la decay. Et donc ensuite on va passer à la worsted. La worsted on va être sur 20 mailles à peu près, donc elle est plus épaisse. Et je vais finir avec la Aran que je peux vous montrer. La Aran qui est là, et là on voit vraiment que c'est un gros fil. Et si je compare avec l'autre, je refais la différence. Donc on va avoir... Ah, on voit pas tant que ça, hein. On va avoir la decay ici et la Aran en plus clair. Ah si, on voit quand même. Voilà. Donc la Aran ici. Donc la Aran, forcément, beaucoup moins de métrage. Je crois qu'il y a 180, si je dis pas de bêtises, 180 mètres, 150 mètres. Donc vraiment une laine beaucoup plus épaisse. Donc forcément, quand on fait un pull en Aran, il faut beaucoup d'écheveaux. Par exemple, je sais que mon Pardalis, qui est avec cette laine-là, il faut pas mal d'écheveaux. Donc le Pardalis, c'est un pull que j'ai fait, que j'adore porter, mais qui typiquement n'a pas beaucoup marché parce qu'effectivement, le patron a un coût de revient assez important.
à la châtelaine. Voilà. Autre point, j'ai pas dit aussi la diquée, donc j'ai dit qu'on pouvait tricoter 2 fils de fingering et ça fait de la diquée. Mais ce qui se fait aussi beaucoup, notamment chez Atelier Émilie et d'autres, je cherche mais ça ne vient pas, c'est associer un fil de mohair et un fil de mérino. Et du coup, on va avoir une épaisseur aussi qui se rapproche de la diquée avec un échantillon ou de la sport, ça dépend vraiment des laines. Et on va avoir un échantillon du coup de 22 ou 24 mailles. Voilà pour la présentation des laines. Alors, hop, je ne sais pas si je vais vous montrer rapidement. Je vous laisse avec la petite vidéo suivante pour que vous voyez vraiment bien la différence au niveau des échantillons. Pour que vous voyez ouais, la différence entre la lace, la fingering, la diquée et la harane. Alors maintenant qu'on a vu donc cette vidéo, on voit bien la différence entre les différents types de laine. Je voulais je voulais parler d'échantillons. Je vais y arriver. J'avais perdu le fil. Blague tricoteuse. Je voulais parler d'échantillons parce que l'échantillon, donc voilà, c'est les questions récurrentes, ce que je disais au début. L'échantillon est hyper important pour avoir un tricot à bonne mensuration. Donc à quoi il sert? Il sert à valider la taille choisie pour le modèle, que ce soit aussi bien dans la largeur de votre modèle, parce que si vous n'avez pas le bon nombre de mailles, vous allez avoir quelque chose de plus petit ou plus grand en largeur, que en hauteur, puisque c'est pareil. Alors je vous ai dit, moi dans les modèles, je parle souvent en centimètres, côté 30 centimètres. Mais il y a certains modèles qui sont calculés différemment. Par exemple, celui-ci, j'y avais pas pensé. Donc celui-ci, c'est le Elegance. Vous voyez un peu, il est un peu penché. Je peux tourner un petit peu pour essayer de vous montrer. Donc le Elegance, il a la particularité d'avoir les rayures verticales, donc en fait je n'ai pas tricoté du haut vers le bas, il est tricoté de la droite vers la gauche, ou dans l'autre sens, avec la caméra je sais pas trop, gauche-droite. Pour moi c'est de la droite vers la gauche, ou je sais pas trop. Voilà, mais du coup il est celui-ci, si l'échantillon n'est pas fait, ça donne quelque chose qui est vraiment étrange, parce que les diminutions sont vraiment calculées, donc les diminutions de colle que vous ne voyez pas à la caméra, enfin voilà. Les diminutions de colle sont vraiment calculées en fonction du nombre de rangs. Donc celui-ci, si le nombre de rangs n'est pas bon, le rendu du pull va être très différent. Parce que voilà, la largeur ne sera pas la même, que tout est, dans ce patron, tout est expliqué taille par taille et rayure par rayure. Donc voilà, c'est un modèle, pareil, je pense que j'ai fait peur aux gens quand j'ai fait ce modèle. Mais je suis en train de le retricoter, moi j'adore. Je trouve justement la construction très originale, alors je m'envoie un peu des fleurs. Mais tout ça pour dire que voilà, celui-ci, si l'échantillon n'est pas fait, ça sert à rien de le tenter. Parce que vraiment au niveau nombre de mailles, parce que du coup il est fait en un seul morceau au niveau des épaules avec des augmentations et des diminutions, et ensuite juste en aller-retour au niveau du col pour pouvoir faire les ouvertures de la tête. Mais voilà, il est en aller-retour en un seul tenant dos devant sur les épaules et en aller-retour séparé pour l'encolure, pour le col. Donc enfin voilà, une construction très particulière mais que j'ai adoré faire et que je vous recommande.
mais voilà, tout dépend vraiment de l'échantillon. Pour celui-ci, il est hyper important. Euh, donc ça valide, donc là, je vais recentrer un petit peu. Hop. Ça valide la taille en largeur et en hauteur. Et si vous changez de fil, par exemple, si moi je vous recommande une laine de Simone et que vous voulez, de Yarn by Simone, et que vous voulez utiliser une laine qui est-ce que je vais prendre? Je vais pas faire de jaloux. Celle que je suis en train de tricoter en même temps, si vous voulez prendre une laine de Maison Septembre, il faut vraiment faire l'échantillon parce que certes elles peuvent avoir des fournisseurs de laine brute en commun, mais pas forcément, toutes les laines ne viennent pas du même endroit, donc une fingering ne ressemble pas à une autre. Et en plus, d'un lot à un autre de laine filée, vous pouvez avoir aussi des différences. J'ai déjà eu le cas avec justement la physalis dont je parlais tout à l'heure, de graines de laine, où il y a eu un lot qui était très différent, et notamment un lot où c'était beaucoup plus soyeux. Alors la couleur ça se voyait pas, mais à tricoter beaucoup de différence. Donc j'ai été obligée d'alterner les écheveaux vraiment parce que le rendu était vraiment différent alors que c'était un même bain mais deux écheveaux différents, et je pense que c'était pas la même toison. Voilà. La toison initiale du mouton doit varier, je pense, en fonction de la saison, du temps, du moment où il a été euh, tendu. Peut-être même que ça varie aussi en fonction du lavage. Il suffit qu'il y ait un lavage de plus, un lavage de moins, voilà. Je sais pas, l'humidité ambiante. Enfin, je pense qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent faire varier le fil de base que l'échantillon, voilà, est important. Donc quand on change de laine, on vérifie, et voilà, l'échantillon permet d'avoir voilà. Et même en utilisant une laine de la même marque, le même fil et compagnie, je conseille de vérifier. Et notamment, moi je sais que j'utilise régulièrement les mêmes laines, donc notamment je parle de Simone. Je refais très régulièrement mes échantillons, toujours par rapport à ce que je disais au début, au fait que en fonction d'une période ou d'une autre, j'ai pas les mêmes échantillons. Je pense que si je ressors, pardon, je vais bailler. Fail. Si je ressors un échantillon que j'ai fait il y a 5 ans de Simone et un échantillon d'aujourd'hui, je vais pas avoir le même nombre de mailles parce que j'avais pas la même tension, parce que voilà, moi je conseille de faire même d'une laine. Si c'est quelque chose qu'on a tricoté il y a 2 mois, le projet d'avant, c'est le même nombre de mailles, je peux comprendre qu'on fasse l'impasse, je le ferai aussi. Mais voilà, de temps en temps, je pense que ça fait pas de mal de refaire l'échantillon pour s'assurer. Et troisième point que je trouve important pour cet échantillon, c'est aussi vérifier le drapé. Parce que certes, un mérino va avoir le même tombé, on va avoir voilà, quelque chose de similaire, mais il suffit de prendre une laine légèrement différente. Et là, je l'ai posé où? Non, je l'ai oublié, je reviens. Voilà, ici, donc voilà, j'ai un échantillon encore rouge, mais donc c'est ça doit être de la Dickey par contre, c'est pas exactement le même échantillon, mais j'ai fingering Dickey. Et ici, on va avoir la Merino, donc déjà au niveau texture, elle est assez douce et une certaine fluidité, alors qu'ici, j'ai un coton élin, donc qui est beaucoup plus raide, et qui est pas fluide du tout, quoi. Quand on le bouge, on voit bien que il est pas fluide. Donc par exemple, typiquement ce modèle-là, l'année dernière, j'avais fait l'échantillon, j'ai voulu faire un modèle manche courte, sauf que j'ai tout démonté parce qu'en fait le rendu était très laid. Le tombé n'allait pas, c'était trop raide, trop tendu, pas du tout fluide, alors que j'avais fait un modèle assez lâche, voilà, le rendu pas beau du tout. Donc voilà. À côté de ça, du coup, j'ai démonté et j'ai refait autre chose avec une texture, du coup, un motif qui est beaucoup plus adapté parce que, voilà, avec mon échantillon, bon, je m'étais pas rendu compte que mon modèle n'irait pas,
Mais en le tricotant, en voyant le drapé, c'est vrai que je me suis rendu compte que avec un motif et une texture, comme il est assez raide, le motif et la texture seraient vraiment bien adaptés et voilà. Donc ça permet de se rendre compte, notamment aussi quand on a de la soie dans sa laine, on va pas du tout avoir la même rendu en mérino et soie qu'un mérino tout simple. Que ce soit la brillance ou, je vous ai dit, le drapé. Pareil, tout ce qui est avec les petits, moi j'adore la Milky Way de Nathalie by Night, tout ce qui est les petits speckles d'acrylique qui sont intégrés, le rendu à voir est vraiment différent que un fil de Stélina, enfin voilà, ça permet vraiment d'avoir une idée finale, enfin une idée approximative plutôt que finale du rendu du projet. Ce que j'aurais dû me rendre compte pour mon coton et lin notamment. Voilà. Et du coup, je m'étais retrouvée avec une encolure à motif, et les motifs rendaient pas bien parce que comme il n'y avait pas de drapé, les motifs s'étalaient pas. Même après blocage, je m'étais dit, oh, avec le blocage, ça va se faire et tout. En fait, j'ai pas réfléchi, mais non, même avec le blocage, le motif s'est pas étendu en fait, et il est resté un peu rabougri sur lui-même, et enfin voilà, pas du tout adapté. À ne pas refaire. Donc voilà pour l'échantillon. Comment je procède pour mes échantillons? Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte dans tous les échantillons que je vous ai montrés, mais j'ai toujours la même chose. Je commence par 3 rangs de point mousse. Donc je fais un rang droit, je fais 3 rangs droits, c'est un aller-retour, je me perds. Et je finis aussi par 3 rangs de point mousse. Et à chaque fois, je monte le nombre de mailles que je pense être le bon pour mon échantillon. Donc par exemple pour le fingering, je vais monter 26 mailles. Et moi, j'en rajoute 2 de chaque côté. Donc pour celui-là, j'ai monté 30 mailles. Parce que je trouve que 2, c'est à peu près ce qui correspond à mes 3 rangs de point mousse, en fait. Pour avoir la même bordure, en fait, la même taille de bordure en haut et en bas. Donc voilà, je fais 3 rangs de point mousse pour commencer. Ensuite, les bordures, je fais toujours 2 mailles en point mousse pour commencer. Ensuite, je fais mon jersey, 2 mailles en point mousse pour continuer. 2 mailles en droit, 2 mailles en droit. Peu importe le côté, je fais toujours 2 mailles en droit au début, 2 mailles en droit à la fin. Ça me permet d'avoir une bordure et ça permet de vraiment bien mesurer les 10 cm en fait. Parce que des fois, quand on fait juste les 26 mailles, au début je faisais ça, je faisais que les 26 mailles. Et en fait, même en bloquant, ça roulotte sur les côtés. Et du coup, ça fait toujours simple. Là, on se dit, ah bah non, c'est bon, j'en ai 26. En fait, on se retrouve avec 24 ou 25 mailles. Et voilà, c'est pas beaucoup, mais sur une encolure, ça peut jouer quand même pas mal. Parce qu'on s'imagine qu'une encolure qui fait, alors je vais dire des bêtises, mais si on prend un tour de poitrine 92 plus 8 cm d'aisance, donc on a 100 d'aisance, plus on rajoute les tailles de manches, donc je sais pas, je dis 40, donc sur 140 centimètres de tour au niveau poitrine une fois qu'on a monté notre encolure. Si vous avez une maille par centimètre de différence, donc j'ai dit 140, ça vous fait quand même 14 mailles de différence, ce qui veut dire presque 5 cm. Non, ça fait même 5 cm de plus, de moins, puisque j'ai dit qu'il y avait 25 mailles. Donc voilà, vous imaginez, une maille de moins sur 10 cm, ça vous fait 5 cm de moins sur votre encolure. Donc au lieu de se retrouver avec une poitrine de 100 cm, vous allez avoir une poitrine qui fait 96-95. Donc ça joue énormément. Et pareil dans l'autre sens, si on a 27 mailles au lieu de 26, on va avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Donc attention à ça. Donc voilà pourquoi je fais maintenant mes bords en point mousse pour avoir une bonne aisance pour mesurer mes 10 cm. Bloquer aussi son échantillon parce que donc on en revient au drapé, à la texture. Moi j'aime bien bloquer parce que pareil, chose que je ne faisais jamais avant, mais maintenant que je bloque, je vois vraiment le rendu final. Vous avez des laines aussi qui gonflent avec le blocage et ça c'est important notamment pour tout ce qui est dentelle et tout, parce qu'un échantillon qui va gonfler va pas avoir le même rendu de texture qu'un échantillon qui gonfle pas. Donc voilà, ça permet aussi ça. Et certains moments, le blocage aussi permet à la laine de se détendre et de prendre un peu plus d'ampleur. Par contre, moi je bloque naturellement, c'est-à-dire que je mouille
très peu, en essayant de ne pas feutrer. J'étale sur une petite serviette, voire un gant de toilette, et je mets juste des épingles, mais je ne tire pas. Parce qu'après, une fois qu'on tire, en fait, on va mesurer nos 10 centimètres, et si jamais le truc il se rétracte, on va pas avoir le bon nombre de mailles. Donc je ne tire pas, je le bloque naturellement, je mets juste des aiguilles pour qu'il ait une bonne forme carrée, mais voilà, sans tirer. Je le laisse, je le pose le plus naturellement possible pour qu'il prenne sa forme tout seul. Voilà, pas de blocage intensif enfin pour ma part sur les échantillons et même sur la dentelle, si je peux vous montrer. Voilà, là celui-ci, on a un échantillon avec une dentelle. J'ai fait un blocage simple pour voir. Euh, si votre échantillon n'est pas bon, que faire? Question récurrente aussi. Alors, le premier conseil que je donne et que moi j'applique, alors on arrive, tout ce que je dis depuis le début, c'est pas, j'ai pas la science infuse, j'apprends toujours. C'est mon expérience, voilà, ce que moi je fais. Donc, qu'est-ce que je fais quand mon échantillon n'est pas bon? Premièrement, je change de taille d'aiguille et j'essaye. Donc si mon échantillon est trop petit, je vais prendre une taille d'aiguille, une demi-taille au-dessus, voire un quart de taille, ça dépend vraiment du nombre. Si par exemple j'ai 24 mailles au lieu de 26, je vais passer à une taille et demie au-dessus. Si par contre j'en ai 20 au lieu de 26, je vais passer non, si j'ai 25 au lieu de 26, je vais passer à un quart de taille. Donc je vais prendre par exemple 3,5 au lieu de 3,25. Voilà, il faut vraiment adapter sa taille d'aiguille. Comment J'en étais où? Je suis perdue. Oui, donc je dis changer de taille d'aiguille. Premièrement, refaire un échantillon avec une autre taille d'aiguille et la même laine. Et sinon, il faudra vraiment adapter le patron et recalculer. Alors attention, c'est quelque chose qui peut être faisable, mais qui n'est pas simple. Voilà, donc possible. Moi personnellement, je ne le fais pas quand je tricote des modèles d'autres. Parce qu'en fait, je me dis que c'est tout un travail et que quand on achète un patron, on l'achète pas pour tout recalculer en fait. Moi, ça me gonfle de tout recalculer. Donc voilà, je passe vraiment par le changement d'aiguille en premier. Après, voilà, c'est faisable, hein. C'est des règles de 3, c'est pas compliqué non plus, ça prend du temps, mais c'est faisable. Voilà pour l'échantillon. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il faut prendre du plaisir. Et si vous avez envie de faire l'échantillon, vous faites l'échantillon. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Après, faites attention de ne pas remonter de choses négatives aux personnes qui designent le patron quand vous n'avez pas respecté les règles. Voilà, j'ai déjà eu des cas où certaines me disaient oui, mon truc il est informe, et oui, mais la laine était complètement différente au niveau du drapé et l'échantillon n'était pas bon, enfin voilà. En creusant un peu, voilà, à chaque fois j'essaye de trouver la raison parce que oui, ça peut arriver qu'il y a un souci dans le patron, donc j'essaye de creuser et de regarder d'où peut venir le problème. Donc quand le problème vient du patron, je corrige, je renvoie une nouvelle version. Mais quand le problème ne vient pas du patron, bah voilà, faut aussi regarder de son côté. Ça m'est arrivé aussi. Voilà, j'espère que ce vlog numéro 2 vous a plu, que mes petits points laine vous auront intéressé. Encore une fois, je redis, hein, j'ai pas la science infuse, je fais vraiment en fonction de mon expérience. La prochaine fois, j'aimerais bien qu'on se retrouve avec un podcast. D'ailleurs, je pense que je vous présenterai ma version de Élégance d'été. J'ai fait la moitié, je pense. Ça m'éclate bien de le faire. J'ai suivi vos recommandations. Il sera donc blanc et légèrement rosé. J'ai aussi demandé à mes copines qui ont donné leur avis et effectivement, elles ont eu raison. Parce que ça ressort un peu alors que le doré ne serait pas beaucoup ressorti. Voilà.
le prochain podcast, donc voilà, la prochaine fois, et le prochain vlog, donc j'espère qu'on pourra parler de mensuration et d'inclusivité. On verra bien si j'ai le temps de travailler dessus et de vous présenter tout ça. Pour le moment, je cumule comment dire, les informations, les données, et j'attends plus que le top départ pour m'y mettre. Au bout d'un an, je vais y arriver. Je prends mon temps, mais je vais y arriver. Et j'y tiens, donc voilà. Je pense que le myrtille sera proposé dans mes nouvelles mensurations, et celui que je vous ai montré, notamment le dernier que j'ai monté, hop, qui est un maison septembre, sera aussi dans les nouvelles mensurations. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'être arrivé jusque-là. On se retrouve donc la prochaine fois. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous, à mettre un petit cœur si ça vous a plu. D'ailleurs, c'est pas un petit cœur, c'est un petit pouce. Si ça vous a pas plu, ben, mettez pas de petits pouces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi. Des besoins d'informations, de pousser un peu plus certains points, n'hésitez pas. À chaque fois, nos échanges enrichissent tout, le monde, que ce soit moi, que ce soit vous, voilà. J'apprécie toujours autant vos questions et vos remontées, que ce soit positif ou négatif. Ça peut arriver d'avoir des remontées négatives, n'hésitez pas à les partager aussi, c'est comme ça qu'on évolue. Je ne prends pas la mouche, je ne mords pas, voilà. Donc merci encore et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit. Bisous bisous.